Bonjour à tous. Aujourd'hui, on est le lundi 27 avril 2026 et notre cher ami, notre frère, le colonel Jacques Baud est avec nous. Bienvenue parmi nous. Merci beaucoup de m'avoir invité à nouveau. Je suis heureux d'être de retour sur votre chaîne. Merci. Alors, commençons par ce qui se passe autour de la guerre entre l'Iran et les États-Unis. Le ministre iranien des Affaires étrangères s'est rendu d'abord à Islamabad, puis à Mascate. Et aujourd'hui, il est en Russie, à Saint-Pétersbourg, pour rencontrer Vladimir Poutine. Mais ce qui s'est passé à Islamabad est assez intéressant. Il est allé à Islamabad, il a remis une sorte de document destiné aux États-Unis. Ensuite, après son passage à Moscou, il est retourné à Islamabad et il l'a mis à jour. Je ne sais pas ce qui s'est passé pendant son séjour à Moscou, mais il est revenu et il a modifié ce document. La proposition iranienne, qui est en gros le sujet de ces discussions, ne montre aucun signe d'ouverture à des pourparlers ou à une quelconque négociation sur le programme nucléaire iranien. Tout tourne autour du détroit d'Ormuz et de la manière dont ils peuvent le rouvrir. C'est un nouvel élément dans les négociations, parce que souvenez-vous, avant le début de cette guerre, il n'y avait aucun problème avec le détroit d'Ormuz. Aujourd'hui, c'est devenu la base, le fondement même des discussions. Et l'Iran essaye, d'une certaine façon, de présenter les choses de manière à ce que ce soit acceptable pour lui de participer. Comment voyez-vous la situation? Quand on regarde la façon dont les États-Unis bougent, en envoyant beaucoup hier soir, on l'a vu, ils envoient beaucoup d'armes, beaucoup de personnel vers les Émirats arabes unis et vers le Qatar. Je ne sais pas ce qu'ils ont en tête, s'ils envisagent une nouvelle opération contre l'Iran. Et quel serait l'objectif d'une telle opération? Quelle est, selon vous, la situation actuelle? Bon, d'abord, il faut bien comprendre. Tout ça a du sens. On ne sait pas exactement ce qui a été discuté à Islamabad. À Islamabad, on a une idée un peu plus claire. Mais à Oman, on ne connaît pas tous les détails. Et bien sûr, on ne sait pas encore ce qui sera discuté en Russie. Mais souvenez-vous de ce qu'Araqchi a écrit dans son tweet juste avant de partir pour sa tournée. Il a dit qu'il voulait avoir une certaine coordination et des discussions avec ses voisins. D'abord, les trois pays en question sont évidemment des voisins de l'Iran, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que dans son tweet, il a mentionné les relations bilatérales, donc il s'agit de questions bilatérales. Et comme dans n'importe quel pays, il y a aussi ce qu'on appelle la diplomatie multilatérale. C'est ce qu'on fait quand on participe à des forums internationaux comme l'ONU, l'Union européenne ou d'autres. Ça, c'est la diplomatie multilatérale. Et puis, il y a la diplomatie bilatérale. C'est exactement ce qu'on fait quand on gère ses relations avec ses voisins. C'est aussi simple que ça. Voilà le premier point. Alors pourquoi maintenant? Et pourquoi avec ces trois pays? Parce qu'évidemment, il y a d'autres voisins. D'abord, le Pakistan joue le rôle de médiateur dans les discussions qui se tenaient début avril entre l'Iran et les États-Unis. Avec le soutien de la Chine, le Pakistan assurait en fait une sorte de fonction de médiation entre les deux. Et apparemment, d'après ce que j'ai vu, encore une fois, je ne suis pas certain, je n'ai pas vu de déclaration officielle, mais d'après les informations que j'ai reçues sur les échanges entre l'Iran ou Araqchi et la direction pakistanaise, il s'agissait bien de discussions liées à l'activité de médiation du Pakistan. En substance, ce que l'Iran a dit au Pakistan, c'est de préciser sa position et de donner des détails sur sa relation avec les États-Unis. Peut-être en fixant des lignes rouges ou des choses de ce genre, ce qu'ils sont prêts à accepter, ce qu'ils refusent, et jusqu'où ils sont disposés à négocier sur certains aspects. Il faut se rappeler que pour l'Iran, toute la discussion repose sur le plan en 10 points. Ou plutôt, il vaudrait mieux dire les 10 conditions posées par l'Iran. Et évidemment,
quand on lit ces 10 points, on voit bien qu'il y en a certains sur lesquels l'Iran ne veut pas discuter. Ces conditions doivent être acceptées telles quelles. Mais il y en a sans doute quelques-uns où il existe une certaine marge de négociation. Et c'est probablement de ça que l'Iran a parlé avec les Pakistanais. Ensuite, juste après, Araghchi est allé à Oman. Et Oman, ça a du sens, parce qu'avec la guerre, le détroit d'Ormuz a évidemment pris une importance stratégique majeure. Enfin, il en a toujours eu une, mais aujourd'hui, il est utilisé comme un levier de pression sur l'économie internationale et aussi sur l'économie américaine, d'ailleurs, par l'Iran. Maintenant, bien sûr, l'Iran n'est pas le seul propriétaire du détroit d'Ormuz. Le deuxième, entre guillemets, c'est Oman. Et il faut se rappeler qu'Oman a été le médiateur des discussions qui ont eu lieu entre les États-Unis et l'Iran à la fin du mois de février, juste avant le déclenchement de la guerre. Je veux dire, c'était pendant les discussions à Genève et Oman menait la négociation. La discussion et la déclaration du ministre omanais des Affaires étrangères ont d'ailleurs confirmé la bonne volonté de l'Iran et aussi qu'il n'y avait aucune raison, aucun fondement pour que les Israéliens ou les Américains attaquent l'Iran. Autrement dit, la relation entre l'Iran et Oman reste très bonne. Et probablement que ce qu'Araghchi est allé discuter avec son homologue omanais, c'était de voir comment gérer la crise, parce qu'il y a clairement une gestion en cours. On voit maintenant que malgré le fait que les États-Unis essayent de bloquer le détroit d'Ormuz, la position iranienne n'est pas un blocus total, mais plutôt une sorte de système de filtrage, si on veut, où certains pays, certains types de navires sont autorisés à passer. Je veux dire, ils vont évidemment exclure tout ce qui est navire militaire ou bâtiment de la marine américaine et ce genre de choses, et ainsi de suite. Donc ce que les Iraniens veulent faire, c'est mettre en place une sorte de filtrage, surtout pendant cette crise particulière. Et c'est probablement le sujet de ces discussions. Et pourquoi est-il revenu à Islamabad? Eh bien, très probablement parce qu'à la suite de la discussion avec Oman, ils ont sans doute trouvé, disons, une vision commune sur certains aspects de la gestion du détroit d'Ormuz, qui pourrait servir dans de futures négociations avec les Américains. Et évidemment, la raison pour laquelle les Américains, et en particulier Donald Trump, tiennent tant à avoir une discussion, c'est à cause du détroit d'Ormuz. Parce que c'est justement le levier que l'Iran détient sur les États-Unis et plus largement sur les économies du monde occidental. Donc en réalité, c'est tout à fait logique qu'Araghchi ait fait ce détour après Oman pour aller rapidement à Islamabad, puis se rendre à Moscou. Il y avait évidemment des points qui avaient été discutés avec Oman. Je pense qu'on est dans une phase très basique, très classique de la diplomatie. On se déplace, on parle à ses partenaires, on ajuste ses propos. Ce n'est pas comme les États-Unis où l'on dit « voilà ce qu'on veut que vous fassiez et si vous ne le faites pas, on vous attaque ». Ce qu'on voit ici, entre Araghchi et ses différents interlocuteurs, c'est simplement la manière normale de pratiquer la diplomatie en période de crise. Pour moi, il n'y a absolument rien d'inhabituel là-dedans. Je pense qu'on oublie souvent que la diplomatie, c'est avant tout le dialogue. Ce n'est pas une question d'imposer des choses. Mais aujourd'hui en Occident, évidemment avec Donald Trump, mais aussi au sein de l'Union européenne, on voit exactement la même tendance. On n'utilise plus la diplomatie pour arrondir les angles, pour faciliter une solution entre différents partenaires de discussion. Non, ce n'est plus ça. On impose simplement un point de vue. On essaye de faire passer les choses par la pression. C'est une diplomatie de la contrainte ou une paix obtenue par la pression. C'est exactement ça. L'Union européenne applique le même type de diplomatie que Donald Trump, simplement avec d'autres outils.
parce qu'elle ne dispose pas de tous les moyens et de tous les instruments dont les États-Unis disposent. Voilà tout. Colonel, quand on parle des armes que les États-Unis envoient dans la région, je ne vois pas comment ils pourraient retrouver la position qu'ils avaient avant le début de cette guerre. Peu importe la quantité d'armes ou de munitions envoyées, il est presque impossible de revenir à la situation d'avant, en termes de radars et de tout l'équipement qu'ils avaient sur leur base, dans des pays comme les Émirats arabes unis ou le Qatar. Mais l'autre possibilité, ce serait, vous savez, une attaque contre l'Iran. Je ne sais pas quels en sont les objectifs, ni à quel point cela pourrait être une réussite pour les États-Unis à ce stade. Quand vous regardez ce que font les États-Unis, qu'est-ce que ça vous évoque? Qu'est-ce que ça veut dire, cet envoi de force? En ce moment, il y a 3 porte-avions dans la région. Au début de la guerre, il y en avait 2, vous vous souvenez? Et le Gerald Ford n'était pas vraiment engagé dans le conflit, à cause de problèmes internes, de sabotage, de ce qui s'est passé ensuite. Mais aujourd'hui, on voit 3 porte-avions sur place. Et il semble que l'un d'eux soit destiné à s'occuper du Yémen, tandis que les 2 autres seraient tournés contre l'Iran. Quelle est votre lecture de tout ça? Eh bien, tout d'abord, ce que nous voyons ici, et c'est quelque chose qu'on avait déjà plus ou moins observé, c'est un peu différent, mais la philosophie générale reste la même, c'est ce qu'on voit en Ukraine et ici, au Moyen-Orient. L'Occident ne comprend la guerre que comme un rapport de force. Pour lui, tout se résume au nombre de chars, au nombre de ceci, au nombre de cela. Et on voit bien que les Occidentaux ont beaucoup de mal à concevoir la guerre autrement que comme ils la concevaient pendant la Première Guerre mondiale. En gros, ça veut dire que celui qui a le plus de canons, le plus de chars et tout le reste, c'est lui qui va gagner. Il n'y a pas cette idée que la guerre, c'est à la fois une action militaire et une action diplomatique. Et c'est exactement ce qu'on observe en Ukraine d'ailleurs. L'Occident a toujours cette manière de voir. Les Occidentaux, les Européens comme les Américains, comprennent encore la guerre comme à l'époque de la Première Guerre mondiale. Rien d'autre. On est complètement coupé de l'ennemi. Le seul objectif, c'est de lui infliger le plus de puissance de feu possible, avec le plus d'armes possible. C'est tout. Le problème ici est encore une fois, on peut dire qu'il y a une légère différence dans le cas de l'Iran, parce que Trump essaie, comme on l'a déjà dit, d'intégrer une sorte de... Enfin, ce n'est pas une vraie diplomatie. C'est une diplomatie par la pression, qui reste en fait dans le même cadre que le militaire. Si tu n'acceptes pas mes conditions, je te détruis. Donc voilà, c'est exactement une variation de ce complexe de la Première Guerre mondiale qu'on a en Occident. Voilà où nous en sommes. Et en plus de ça, on comprend bien qu'on est maintenant dans une phase où les États-Unis et les Israéliens ont clairement profité du cessez-le-feu pour reconstituer leur stock d'armes, se réarmer en partie et amener de nouveaux équipements sur le terrain. Vous avez parlé de ces porte-avions et de tout le reste. Le problème, c'est qu'avec un tel déploiement de force, on risque de se retrouver dans un conflit encore plus dur que celui de mars. Et même, potentiellement, dans quelque chose qui pourrait déclencher une guerre régionale, littéralement, voire pire. Parce que les États-Unis sont tellement désireux d'obtenir quelque chose qui ressemble à une victoire qu'ils semblent prêts à tout mettre en œuvre pour y parvenir. Encore une fois, je pense que même s'ils détruisaient tout l'Iran, ils ne pourraient pas remporter la victoire. C'est un fait certain. Mais c'est bien la direction que nous prenons. Aujourd'hui, les Américains le comprennent.
Peut-être pas Donald Trump, mais sans doute le Pentagone. Et cela se reflète aussi dans les différentes personnes qui ont été limogées récemment au Pentagone. Ces généraux, le secrétaire à la marine, et ainsi de suite. Ce qui montre qu'il y a probablement beaucoup d'opinions divergentes au sein du Pentagone sur la stratégie à adopter vis-à-vis de l'Iran. Et cela veut dire que ce que nous voyons aujourd'hui peut aussi amener certains à prendre conscience du risque qui plane ici. Et il se peut du coup que Trump, comme il l'a déjà fait à plusieurs reprises, menace de déchaîner le feu de l'enfer sur l'Iran. Mais au final, il s'en retiendra. Il trouvera un moyen de ne pas le faire, parce qu'il sait très bien que cela mènerait à quelque chose de catastrophique. Exactement le genre de situation qu'il avait promis d'éviter pendant la campagne présidentielle. Donc on peut imaginer ici, même si, encore une fois, il est très difficile de savoir précisément ce qui va se passer, qu'une des possibilités, c'est que Trump pense toujours pouvoir effrayer les Iraniens pour obtenir ce qu'il veut, une forme de capitulation de l'Iran selon les conditions américaines. Point final. Ce qui va se passer, on ne le sait pas, parce que je suis certain que les Iraniens vont refuser. Ils ne joueront pas à ce jeu. Et on sait que les Iraniens, ils l'ont d'ailleurs dit, jusqu'à présent, ils ont toujours fait exactement ce qu'ils avaient annoncé. Donc rien n'indique que l'Iran soit en train de bluffer, d'aucune manière. Les États-Unis, eux, ont bluffé à de nombreuses reprises, et pas seulement avec l'Iran. Ils l'ont fait avec la Palestine. Ils l'ont fait avec l'Ukraine ou avec la Russie. Ils l'ont fait avec les droits de douane. Ils l'ont fait avec le Venezuela. Ils l'ont même fait avec le Groenland. Autrement dit, bluffer et menacer d'utiliser une force illimitée pour obtenir un résultat, c'est une politique habituelle de Donald Trump. Alors, ça peut fonctionner quand on parle des Occidentaux, ou disons de la culture européenne et de ce genre de choses, mais je ne suis pas sûr que ça marche en Iran. Et c'est là qu'on a un facteur inconnu. Ils ont clairement essayé de mettre beaucoup de pression sur l'Iran par leur présence, par le déploiement de force, par des démonstrations de puissance. Mais si tout ça ne leur permet pas d'obtenir de résultats, alors évidemment, c'est là que, enfin, quand on regarde la façon dont Trump prend ses décisions, tout peut arriver. Et c'est ça, la situation dangereuse dans laquelle on se trouve. Si on avait des gens rationnels en Occident, je veux dire, quand on regarde l'Iran, c'est pareil pour la Russie d'ailleurs, et même pour les Palestiniens, le Hamas ou encore le Hezbollah, on voit qu'il y a une logique très forte dans leur comportement. Ils ont des stratégies claires, des objectifs clairement énoncés, et ils agissent en conséquence. Donc, on peut vraiment anticiper, peut-être pas toujours, mais souvent, jusqu'où ils sont prêts à aller, parce qu'ils le disent. Ces dirigeants sont fondamentalement rationnels. Leur logique n'est peut-être pas exactement la même que la nôtre, mais elle reste rationnelle. Si on les comprend, on peut anticiper leurs actions. Peut-être pas dans le détail tactique, mais au niveau stratégique. Le problème, c'est l'Occident. Nous avons une direction politique, et c'est évident avec Donald Trump. Un peu moins évident peut-être en Europe, mais au fond, c'est la même chose. Nous avons une direction qui ne fonctionne pas selon un processus rationnel. Et si je peux me permettre une comparaison, même si scientifiquement, certains diront qu'elle n'est pas très solide, les Iraniens, les Russes, les Palestiniens et le Hezbollah ont une approche du conflit plutôt cerveau gauche. Ils analysent, ils rationalisent le conflit, ils font leur évaluation et établissent une stratégie. Les Européens et les Américains, eux, ont une approche cerveau droit, du leadership. C'est très intuitif, fondé sur les émotions plutôt que sur la raison. Il n'y a quasiment aucune approche scientifique du conflit.
Ils ne cherchent même pas à comprendre la stratégie de leur adversaire. Ils agissent simplement comme ils en ont envie, un peu comme un enfant. They just act as they wish to act, as a kid. Usually, the right brain approach is associated with women. D'habitude, on associe l'approche du cerveau droit aux femmes et celle du cerveau gauche aux hommes, même s'il n'y a absolument aucune preuve scientifique de ça. Mais ça donne une idée générale de ce dont on parle. Et encore une fois, je ne fais pas ici une déclaration scientifique. Je dis simplement que c'est une façon d'expliquer ou de mettre en lumière la différence dans la manière intellectuelle d'aborder le conflit. Et c'est exactement ce qu'on observe. En Occident, et avec Donald Trump, on a une approche plus intuitive, plus guidée par le ressenti. Il fonctionne comme ça. C'est un peu comme quand on entend certains diplomates européens ou le ministre français des Affaires étrangères dire « Il faut empêcher l'Iran d'avoir la bombe nucléaire ». Même si les services de renseignement, aux États-Unis comme ailleurs, ont tous affirmé que l'Iran ne travaille pas sur une bombe, l'Iran a clairement exprimé qu'il ne voulait pas en avoir. Il a le détroit d'Ormuz pour ça. Il n'a pas besoin d'une bombe nucléaire. Mais malgré tout, on continue à maintenir cette idée. Et c'est aussi ce qui explique pourquoi, quand on parle des objectifs qu'on veut atteindre, ils changent d'un jour à l'autre. Parce qu'en réalité, on ne sait pas pourquoi on se bat. Et c'est précisément pour cette raison que les Américains ne pourront pas gagner. Ils ne savent même pas pourquoi ils se battent. Et c'est bien là le problème. En fait, il y a énormément de similitudes entre ce qu'on observe au niveau stratégique, pas au niveau tactique. Il y a évidemment des différences, mais sur le plan opérationnel, au niveau stratégique, on retrouve beaucoup de similitudes entre ce qu'on observe avec l'Iran et ce qu'on voit en Ukraine, et aussi entre l'Ukraine et la Russie. Là encore, on retrouve la même approche, une approche presque scientifique de la guerre. Les Iraniens, comme ils l'ont montré, ont une attitude extrêmement froide face à la guerre. Ils ne cherchent pas à en faire quelque chose d'émotionnel. Tout est calculé de manière très rationnelle, très précise. Souvenez-vous, quand on a assisté à ce qu'on a appelé la décapitation, à la fin février, début mars, quand les Israéliens, fidèles à leur tactique habituelle, ont éliminé les dirigeants. Et d'ailleurs, c'est aussi intéressant de voir, en lien avec la négociation, vous vous souvenez peut-être que Donald Trump, samedi, a annulé la mission de Jared Kushner et de Steve Witkoff. Il a déclaré dans la presse, « Eh bien, nous avons toutes les cartes en main, eux n'en ont aucune. Et en plus de ça, je ne sais même pas à qui nous devrions parler en Irak. » Et ça, c'est très révélateur parce qu'ils ont éliminé la direction et maintenant, ils ne savent plus à qui s'adresser. C'est exactement le problème quand on parle de stratégie. Et c'est aussi pour cette raison qu'on voit les Ukrainiens tenter de tuer Vladimir Poutine, les Israéliens essayer d'éliminer le chef du Hezbollah, de Hamas et ainsi de suite. Mais les Iraniens, les Palestiniens ou le Hezbollah n'ont pas essayé de faire la même chose, parce qu'ils comprennent que quand on commence à évaluer une situation de manière stratégique, il faut d'abord comprendre comment pense son ennemi. Et peu importe que ce soit un bon ou un mauvais type, une fois qu'on a saisi sa façon de penser, la manière dont il conçoit sa stratégie, on tient là un point faible. Parce que, et c'est exactement ce qu'on a vu en Ukraine par exemple, le problème, c'est que quand on n'est pas capable d'évaluer son ennemi, c'est là la faiblesse des Ukrainiens. Les Russes connaissent beaucoup mieux les Ukrainiens que les Ukrainiens ne comprennent les Russes. Et ici, c'est exactement la même chose. Les Iraniens comprennent les Américains bien mieux que les Américains ne les comprennent. Et c'est là tout l'avantage. Maintenant, pour obtenir un succès stratégique, il faut comprendre son ennemi.
Si vous voulez le dépasser, il faut le comprendre. Il faut savoir comment il pense, comment il agit, tout ça. Une fois que vous tuez le chef, le guide suprême, ou peu importe, quand vous éliminez les généraux et les autres, vous ne savez pas comment ils vont réagir. Vous créez de l'incertitude pour vos propres forces. Vous rendez l'évaluation de l'ennemi plus difficile. Vous compliquez l'approche et la compréhension de sa stratégie. Et vous rendez plus difficile l'adaptation de votre propre stratégie à quelque chose que vous ne comprenez pas. C'est pour ça que tuer le chef, ou ce qu'on appelle les frappes de décapitation, ce sont des erreurs stratégiques. Et si vous me permettez, on s'éloigne un peu du sujet, mais j'ai beaucoup étudié cette question. Quand je me formais comme expert en sécurité internationale, on a étudié en détail les stratégies nucléaires de la fin de la guerre froide entre les États-Unis et la Russie. C'est très intéressant de voir que dans ces stratégies nucléaires, les deux camps, les Soviétiques à l'époque et les Américains de leur côté, cherchaient à éviter de détruire la direction politique de l'adversaire. C'est d'ailleurs pour cette raison que dans le traité ABM, les deux principales parties, c'est-à-dire l'Union soviétique et les États-Unis, n'étaient autorisées à protéger que leur capitale avec des missiles antibalistiques. Elles ne pouvaient protéger que la capitale, parce que l'idée, c'était de préserver la direction du pays. Parce que si vous ne protégez pas la direction, comment pouvez-vous ensuite parler de paix? Et si vous tuez la direction, alors il n'y a absolument aucune perspective de négociation. C'est pour cette raison qu'il existait des stratégies nucléaires différentes aux États-Unis et en Union soviétique. Ces stratégies ont évolué avec le temps, mais elles avaient un point commun. Il fallait préserver la direction de l'ennemi. Aujourd'hui, on espère être loin d'un conflit nucléaire, mais le principe reste le même. Quand on commence une guerre, si on en a la capacité, et la condition préalable, bien sûr, c'est de comprendre la direction de l'ennemi. Il faut comprendre comment elle pense, comment elle agit, comment elle mènera la guerre, comment elle la conçoit, et tout ce qui va avec. Mais si vous tuez la direction, alors vous êtes impuissant. C'est exactement ce que Donald Trump a dit samedi. That's exactly what Donald Trump said on Saturday. He said, well, anyway, we don't know to whom we can talk. Il a dit, enfin bref, on ne sait même pas à qui parler en Iran. Et ça montre bien l'absence totale de stratégie rationnelle face au problème iranien. Et encore une fois, Donald Trump en est un bon exemple. Mais c'est exactement la même chose en Europe. Il n'essaie même pas de comprendre, disons, Vladimir Poutine, quand il s'agit de l'Ukraine. Parce qu'il pense que commencer à comprendre Vladimir Poutine, c'est déjà une forme de trahison, puisque, évidemment, ça voudrait dire qu'on accepte ce qu'il fait. Mais ce n'est pas ça. C'est justement pour ça qu'il existe des analystes du renseignement stratégique, comme je l'étais d'ailleurs, parce qu'il faut comprendre comment les deux parties réfléchissent. C'est là la faiblesse de l'Occident. C'est une faiblesse de l'Europe face à la Russie, c'est une faiblesse des États-Unis vis-à-vis de l'Iran, et c'est une faiblesse d'Israël face aux Palestiniens et face au Hezbollah. Ils ne sont pas capables de comprendre l'ennemi. Et vous voyez, ces guerres-là, ce sont bien les 4 guerres. Enfin, oui. On peut dire qu'en Israël, que ce soit une guerre divisée en 2 ou 2 guerres distinctes, contre les Palestiniens et contre le Hezbollah, moi je considère que ce sont 2 guerres différentes. Mais quoi qu'il en soit, les guerres contre l'Iran, les Palestiniens, le Hezbollah et l'Ukraine se mènent à un niveau tactique. Ce sont des tacticiens qui font la guerre. Et quand on parle de ces conflits, on entend toujours « un char a été détruit ici, un drone a été utilisé là ». On est dans une sorte de micro-gestion de la guerre. Et on ne voit jamais, quand on parle de l'Ukraine, personne ne parle de la stratégie de l'Ukraine. Il y a une stratégie russe, oui, mais quelle est la stratégie de l'Ukraine? On parle des succès, des destructions et de toutes les tueries, des massacres que commet Israël.
actions and all the killing and massacres that Israel do. But what is the strategy of Israel? We don't really know. Mais quelle est la stratégie d'Israël? On ne sait pas vraiment. En revanche, on comprend la stratégie du Hezbollah, parce qu'elle est clairement énoncée. Pour Israël, on peut faire quelques déductions sur ce qu'il cherche à atteindre, mais c'est un autre sujet. Et c'est là toute la faiblesse de l'Occident en général. On a tendance à être des tacticiens. Comme le disait Sun Tzu il y a 2500 ans, la tactique sans stratégie, c'est juste du bruit avant la défaite. Et c'est exactement ce qu'on voit aujourd'hui. Les Iraniens sont des stratèges, les Russes sont des stratèges, les Palestiniens sont des stratèges, le Hezbollah est stratège. Les autres sont des tacticiens. C'est pour ça qu'ils échoueront. Et c'est pour ça qu'ils échouent déjà. Ils provoquent beaucoup de destruction, ils tuent beaucoup. Et pour l'Occident, ça passe pour une réussite. Encore une fois, comme il n'y a pas d'objectif clairement défini, on en revient toujours à cette idée d'équilibre des forces. Plus on tue de gens, plus on pense être en train de gagner. Mais ça ne fonctionne pas comme ça. Pour illustrer ce point, on peut regarder ce qui s'est passé à Gaza. Le nombre de civils tués est énorme, et pourtant, Israël a perdu, même s'ils ont perdu beaucoup moins de civils et beaucoup moins de militaires que les Palestiniens. C'est donc une approche très quantitative de la guerre, typique de l'Occident. Une approche quantitative et tactique qui ne mène qu'à la défaite, parce que les dirigeants occidentaux, et Donald Trump en est un bon exemple, mènent des guerres sans objectif clair. En réalité, ils ne savent pas ce qu'ils font. Avec cette guerre entre l'Iran et les États-Unis, on a certains États qui font partie du conflit, mais qui, à mon avis, ne sont pas vraiment très impliqués. Je parle essentiellement des pays du Conseil de coopération du Golfe. Mais avant d'en venir au CCG et à ce qui se passe avec ces pays-là, comment voyez-vous la situation entre Israël et le Liban? Israël essaye d'occuper la partie sud du Liban. Le Liban a répondu que si c'est le plan, personne ne reviendra dans la partie nord d'Israël. Et c'est exactement ce qui est en train de se passer en ce moment. Le combat continue. Hier, Benjamin Netanyahou disait « Allons-y, ouvrons la guerre et on va les frapper comme ils n'ont jamais vu ça. » Mais on n'a pas vu ça se produire. On voit les deux camps se battre l'un contre l'autre. C'est une sorte de guerre d'usure sur le terrain. Israël essaie de faire de son mieux pour envoyer ses forces dans le sud du Liban afin de les protéger. On sait comment le Hezbollah les attaque, les tue et met une forte pression sur le nord d'Israël. Votre compréhension de tout ça. Eh bien, d'abord, il faut comprendre que pour Israël, toute la partie sud du Liban, c'est-à-dire depuis la frontière israélienne jusqu'au fleuve Litani, est considérée comme essentiellement juive, ou israélienne, si vous préférez. Je dis juive parce qu'il y a beaucoup de commentateurs, surtout des commentateurs religieux en Israël, qui affirment que le territoire donné aux Juifs comprenait aussi la zone jusqu'au Litani. Encore une fois, je ne suis pas théologien, donc je ne peux pas juger de ça. À mon avis, la Bible n'est pas un document foncier, et donc ça n'a rien à voir avec la question. C'est ma position. Nous avons des frontières qui ont été définies après l'effondrement de l'Empire ottoman, dans les années 1920. Il y a une frontière entre le Liban et la Palestine, comme on l'appelait à l'époque du mandat britannique. Et cette ligne a été tracée. Je crois que cette frontière a été définie en 1924, si je ne me trompe pas. Mais depuis, il y a eu la guerre de 48, 49 en Israël, où en réalité Israël n'a pas défini sa frontière. Israël est le seul pays au monde qui n'a pas de frontière officielle, qui ne l'a jamais fixée. Il existe une ligne de cessez-le-feu,
celle de 1949, qui correspond plus ou moins à la frontière de 1924 avec le Liban. Mais ce n'est pas exactement la même d'ailleurs. Donc encore une fois, on voit qu'il y a deux frontières. Et la frontière définie par Israël, comme je l'ai dit, c'est une ligne de cessez-le-feu, pas une frontière. Ensuite, quand les Israéliens sont entrés au Liban en 1982, ils ont occupé le territoire et en se retirant, ils ont gardé une partie du territoire à l'intérieur du Liban. Et le fait qu'ils aient gardé ces territoires, c'est justement ce qui explique l'émergence du Hezbollah. Le Hezbollah est un mouvement de résistance, et cette résistance vise à récupérer les territoires que l'Israël a conservés après son retrait de l'invasion de 1982. Ensuite, bien sûr, il y a eu d'autres invasions, et à chaque fois, Israël a gardé de petites portions supplémentaires de territoire. Quoi qu'il en soit, l'objectif du Hezbollah, c'est de libérer ces territoires. Et maintenant, Israël essaye de repousser ses frontières plus au nord, jusqu'au fleuve Litani. Pour l'instant, ils ont atteint, disons, la partie est du Litani, mais pas encore les zones est et centrales de ce fleuve. Et ils ont établi ce qu'ils appellent une ligne jaune, une sorte de zone neutre, on peut dire, ou disons une zone tampon si vous préférez, dans laquelle ils ont tout simplement détruit chaque village. Mais en réalité, les gens appellent ça la doctrine de Rafah, parce que c'est exactement ce qu'ils ont fait à Rafah, à Gaza. Autrement dit, ils ont transformé tous les villages existants en décombres, tout simplement. Ils sont arrivés avec des bulldozers et ils ont tout rasé, avec l'idée que les habitants ne puissent pas revenir. Et ça montre, à mon avis d'ailleurs, une allégorie du but même de l'État d'Israël. Ils ne construisent jamais, ils détruisent, ils rasent. Quand l'Israélien arrive, on revient au désert. Ils détruisent tout. Ils détruisent la religion. Et on a aussi ces images, qui n'ont d'ailleurs pas été montrées dans les médias occidentaux, où l'on voit des soldats israéliens décapiter Marie, la mère de Jésus, et détruire aussi des statues du Christ en croix. Pour moi, c'est une démonstration claire de ce qu'est Israël. Ils détruisent tout. C'est une allégorie, on ne peut pas faire plus parlant. Ce sont les meilleurs exemples de ce dont ils sont capables. Ils détruisent tout. Et maintenant, cette ligne jaune s'étend, je ne sais pas exactement, peut-être sur 10 à 20 kilomètres selon les endroits, à l'intérieur du territoire libanais. Le problème qu'on a au Liban, c'est que l'armée libanaise, et aussi parce que le gouvernement libanais est profondément corrompu, n'a jamais réussi à mettre en place une armée nationale prête à s'opposer à l'occupation israélienne. C'est pour ça que le Hezbollah est toujours là. Le Hezbollah, encore une fois, c'est un parti particulier, mais sa branche militaire, Al-Muqawama, ce qui veut dire la résistance, c'est le nom de son aile armée. La résistance existe à cause de la présence israélienne. Mais à terme, l'idée c'était que, une fois les Israéliens partis du territoire libanais, ces milices se dissolvent et soient intégrées dans une force armée nationale. C'était ça l'idée. Et c'est toujours l'idée. Le Hezbollah est aussi signataire de l'accord de Taïf qui le stipule clairement. Donc, il ne fait aucun doute que le Hezbollah reste engagé dans la défense du sud du Liban. Le reste du pays, lui, n'a jamais vraiment fait quoi que ce soit pour résister efficacement à Israël, à cause, encore une fois, de cette corruption endémique dans le gouvernement et les institutions libanaises. Voilà où nous en sommes. Et au fond, le problème, c'est que la communauté internationale, et c'est là tout l'aspect pervers du fait de désigner le Hezbollah comme une organisation terroriste. Parce que si on regarde les faits, le Hezbollah est avant tout une organisation qui a toujours défendu le Sud-Liban contre l'occupation.
occupation against the occupation in South Lebanon. It's not an organization that has done terrorist Ce n'est pas une organisation qui a mené des activités terroristes ailleurs, ni qui a cherché à lancer une révolution internationale ou une révolution islamique à travers le monde, ou quoi que ce soit de ce genre. Mais la propagande occidentale, en présentant le Hezbollah comme une organisation terroriste, a créé une situation où il devient justifié de vouloir détruire le Hezbollah, et donc pour Israël d'être présent au Liban. Vous voyez, en réalité, le Hezbollah n'est qu'un prétexte pour Israël. Encore une fois, quand on se souvient de ce qu'on a vu et de ce qu'on voit encore d'ailleurs, dans le sud du Liban, on l'a bien vu en 2006. Au Liban, ou plus précisément dans le sud du pays, le Hezbollah avait construit tout un réseau d'alliés, de bunkers, de passages souterrains, tout cela pour défendre le territoire. Quelque chose de très similaire, sans doute un peu moins complexe, mais vraiment proche de ce que nous avions en Suisse pendant la Seconde Guerre mondiale, quand nous nous sommes organisés pour défendre les Alpes. Nous avons creusé dans la montagne pour construire des fortifications, des positions de mitrailleuses, des emplacements d'artillerie, tout cela protégé sous la roche. Et c'est exactement ce que le Hezbollah a fait. Quand on s'enfouit ainsi sur son propre territoire, ça veut dire qu'on n'a pas l'intention d'attaquer les autres. Si on veut attaquer, on ne creuse pas chez soi. On achète des chars, on achète des avions pour avancer sur le territoire de l'autre. Donc, tout ce qu'on observe du Hezbollah montre que c'est une organisation défensive. C'est une organisation de résistance. Mais comme elle est considérée comme terroriste, alors certains approuvent l'attaque d'Israël, parce qu'au fond, ils se disent qu'ils luttent contre le terrorisme. Et quand on dit qu'on combat le terrorisme, tout devient permis. La torture, le massacre de civils, et ainsi de suite. C'est pour ça que des pays comme les États-Unis, le Royaume-Uni et surtout la France qualifient certaines personnes de terroristes, un son of force, pour avoir les mains libres et faire ce qu'ils veulent. Parce que, disons-le, le droit international, ou plus précisément le droit humanitaire ou le droit de la guerre, ne s'appliquerait plus vraiment dès qu'il s'agit de terrorisme. Et c'est exactement ce qui se passe au Liban. C'est précisément pour cette raison qu'on voit ces scènes absolument alarmantes là-bas, où des civils sont massacrés chaque jour, sous les bombes, par toutes sortes d'attaques, même par des snipers. On retrouve exactement la même chose que ce qu'on a vu à Gaza, où des enfants sont tués par des tireurs d'élite israéliens. J'ai aussi mentionné le cas de ces églises, des églises chrétiennes, je crois, qui ont été détruites par Israël. Tout ce patrimoine chrétien est en train d'être anéanti. Ils ont déjà fait la même chose sur le Golan et ailleurs. Rappelons que cet endroit est le plus ancien lieu du christianisme. C'est là que le christianisme a ses racines, qu'il est en quelque sorte né. Oui, absolument. Et donc là-bas, on trouve les plus anciennes communautés chrétiennes. Et en Occident, bien sûr, être chrétien ne veut plus rien dire. Je veux dire, l'Occident a abandonné la religion et tout ce qui va avec. Pour nous, ça ne signifie plus rien. Détruire ces communautés, on l'a accepté en Syrie. Oui, on l'a accepté en Syrie. L'Occident a accepté la destruction des plus anciennes communautés chrétiennes du monde. Et tout ça a même été financé par les États-Unis, financé par la France. Vous voyez, et on continue à faire la même chose. Mais encore une fois, que ce soit aux États-Unis ou en France, nos gouvernements sont sous influence. Et si vous ne me croyez pas, allez sur le site du département d'État américain où Marco Rubio dit clairement qu'ils ont attaqué l'Iran à la demande d'Israël. À la demande d'Israël. C'est tout. Donc on a des gouvernements sous influence. Et ça, c'est très clair. On a exactement la même chose en France, d'ailleurs. Nous sommes les plus grands, les principaux soutiens de la destruction du christianisme.
Lindsey Graham, tous ces gens-là, ils ont tous soutenu la destruction du christianisme au Moyen-Orient. Il y avait toutes ces communautés en Syrie, en Irak. C'est Syriaques, je ne sais pas comment on dit en anglais, mais en français c'est Syriaques qui sont les... Pardon? Syriens? Non. Non, c'est pas Syrien. C'est Syriaques, c'est une communauté en Syrie. Mais les Syriaques, il y en avait aussi en Irak. Syriac, you also had Syriacs in Iraq. They are very similar to the Assyrians. Ils sont très proches des Assyriens, ce qui nous rappelle d'ailleurs le nom de l'Empire assyrien, il y a des milliers d'années. Mais on trouve encore aujourd'hui des communautés assyriennes très petites en Syrie et en Irak. Ce sont parmi les toutes premières communautés chrétiennes. Et elles sont vraiment fascinantes parce qu'elles ont puisé à la fois dans le christianisme et dans l'islam, puisqu'elles ont toujours vécu entre ces deux cultures. Mais c'est une véritable communauté chrétienne. Ils parlent l'araméen. Ils ne parlent pas arabe d'ailleurs. Ils parlent l'araméen, la langue du Christ. Jésus-Christ parlait l'araméen. Il ne parlait pas l'hébreu. Il parlait l'araméen. Et maintenant, c'est nous qui détruisons cette culture. Et nous laissons Israël le faire à notre place. C'est une situation tragique, mais c'est la réalité au Liban. Alors, les Israéliens, dans leur colère grandissante, attaquent le Liban. Mais encore une fois, ce n'est pas la première fois. Ils l'ont fait à de nombreuses reprises au cours des 50 dernières années. Et ils le feront avec d'autres. Je veux dire, la Jordanie sera certainement, à un moment donné, attaquée elle aussi. Il y a déjà eu d'ailleurs quelques attaques contre la Jordanie de la part des Israéliens, mais à très petite échelle, pas dans les mêmes proportions, ni avec la même intensité que ce qu'on a vu au Liban. Mais on verra bien. Carmen, avant de conclure, je pense que la question la plus importante en ce moment, avec la guerre, si la guerre continue, si les États-Unis décident de lancer une nouvelle offensive contre l'Iran, voilà la situation dans laquelle se trouvent aujourd'hui les pays du CCG. Les vrais perdants, à mon avis, ce sont ces pays du Golfe Persique, les pays du Conseil de coopération du Golfe. Parce que non seulement, tu vois, une escalade détruirait tout dans leur pays, le dessalement, la production de pétrole, tout. On parle de l'Arabie Saoudite qui pourrait envoyer son pétrole et son énergie par cet oléoduc Est-Ouest. Mais il est vulnérable, et ça, on le sait. L'Iran a déjà montré, jusqu'à présent, qu'il pouvait frapper ce pipeline et que cela pouvait avoir un impact sur l'économie mondiale. Et ce n'est pas seulement une question de survie pour eux. Vous savez, la connexion Internet passe par le détroit d'Ormuz, dans le Golfe Persique. En réalité, leur vie dépend largement de l'Iran, s'ils en prennent conscience. Parce qu'une escalade, je ne dis pas que l'Iran contrôle leur vie, mais une escalade mettrait une énorme pression, voire pourrait déstabiliser complètement la société dans ces pays. Et quand on regarde le comportement de ces États, on se demande à quoi ils pensent. On a l'impression qu'ils ne comprennent pas vraiment la réalité de ce qui se passe dans cette région. Eh bien, je ne dirais pas qu'ils ne comprennent pas. Ils comprennent très bien. Le problème, c'est qu'il y a énormément de pression de la part des États-Unis. Ce sont des monarchies qui sont en réalité assez artificielles. D'ailleurs, tous ces pays sont plutôt récents. Ils n'existaient pas il y a 60 ans. Beaucoup d'entre eux ont été créés de toutes pièces. Et ils savent que la présence américaine n'était pas une garantie de sécurité, mais qu'aujourd'hui, c'est plutôt un fardeau sur le plan sécuritaire. Du coup, il y a beaucoup de réflexions autour de ça. Le problème, c'est qu'ils n'ont pas vraiment le choix, parce que les États-Unis ont besoin des bases militaires et d'autres installations qu'ils ont sur leur territoire. Et donc, ils s'arrangent pour, disons, soudoyer, ou je ne sais pas, convaincre ces pays d'accepter cette présence américaine. Mais en réalité, c'est un cadeau empoisonné.
Et ils savent très bien que si la situation s'aggrave, ils seront les premiers touchés. D'ailleurs, encore aujourd'hui, ce sont eux les premières victimes, parce qu'ils ne peuvent pas exporter leurs produits. Ça veut dire, en gros, ils ont dû arrêter les raffineries et certaines activités parce qu'on ne peut pas stocker indéfiniment toute sa production. Donc, il faut stopper l'activité. Et quand on arrête, on ne génère plus rien. On n'est pas payé. Ils ne peuvent ni exporter ni acheter parce qu'ils dépendent totalement des approvisionnements extérieurs pour presque tout. Ils sont extrêmement dépendants. Et pour finir, comme vous l'avez dit, ils dépendent aussi de l'eau. L'Arabie saoudite, comme la plupart des pays du Golfe, dépend des installations de dessalement pour environ 90 à 92% de son eau. Autrement dit, si ces installations étaient détruites, ces pays devraient partir parce qu'ils ne pourraient pas remplacer l'eau en quelques jours. Ils sont donc sous une pression extrême. Et le problème, c'est que les États-Unis, en réalité, se servent de ces pays. Dans d'autres circonstances, on dirait qu'ils les utilisent comme boucliers humains. Parce que c'est exactement ça, en fait. Les Iraniens, eux, ont tout fait, surtout au début du mois de mars, pour répondre à l'attaque américaine et israélienne en détruisant des éléments clés de ces bases militaires. Les Iraniens ont été très clairs. Ils n'ont rien contre les pays eux-mêmes, mais contre les installations militaires. Ils ont rappelé à ces pays que même si l'Iran n'a rien contre eux directement, selon le droit international, ils font partie des agresseurs. C'est donc absolument clair. Ces pays sont des agresseurs parce qu'ils ont accepté que les Américains utilisent leur territoire pour attaquer un autre pays de manière injustifiée et sans provocation. Voilà la situation. Mais je pense qu'il est sans doute encore un peu tôt pour le constater, car, évidemment, les Américains exercent une forte pression. Vous avez sans doute des discussions à ce sujet dans ces États. D'ailleurs, j'ai le sentiment que quand on écoute les commentaires venant de ces pays, la rhétorique contre l'Iran n'est pas aussi virulente qu'on pourrait le penser. Ils comprennent qu'ils sont pris entre deux feux, coincés entre l'Iran et les États-Unis. Et ils savent très bien que la partie responsable dans cette situation, ce sont les États-Unis. Ils en sont parfaitement conscients. En même temps, ils se font bombarder par l'Iran. Donc évidemment, on peut s'attendre à des réactions négatives. C'est logique. Mais je pense que ces réactions, ce sentiment d'être attaqué par l'Iran, ne se traduisent pas directement par une attitude politique agressive de la part de ces pays. Et ça, je crois que c'est très important. Encore une fois, nous sommes en plein milieu du conflit. La dynamique actuelle fait que les Américains ont et conservent encore leur base militaire. Donc ils vont utiliser ces moyens autant qu'ils le peuvent et aussi longtemps qu'ils resteront opérationnels. Et cela place les pays du CCG dans une situation très particulière. Mais une fois que la situation se sera clarifiée, une fois qu'il y aura un accord entre l'Iran et les États-Unis, une fois que tout se sera stabilisé et que la poussière sera retombée, on pourrait assister, je pense, à des changements majeurs. Les Américains devront alors faire beaucoup d'efforts pour regagner la crédibilité de ces pays. Encore une fois, je n'ai pas de boule de cristal. Je ne peux pas dire ce que sera l'avenir. Mais j'ai le sentiment que cette situation a, disons, sérieusement entamé la crédibilité des États-Unis dans la région. Et sans doute ailleurs dans le monde aussi d'ailleurs. Parce que maintenant, j'en ai parlé. On en a discuté, je crois, il y a 2 semaines. C'est la même chose à Taïwan. Beaucoup de gens commencent à réfléchir à la situation. Et les seuls qui ne se posent pas de questions là-dessus, ce sont les Européens. Je veux dire la Finlande et tout ça. Ils auraient dû se poser ces questions sur le problème que pose la présence des États-Unis dans leur pays
sur leur territoire. Mais les Européens, comme on l'a déjà dit, ont sans doute perdu leur capacité à penser de manière stratégique. Ils raisonnent de façon tactique, émotionnelle. Et encore une fois, cette approche, disons, du cerveau droit se retourne en fait contre eux à ce stade. Mais bon, c'est un autre sujet. Là, on parle du CCG. Cela dit, je pense qu'on pourrait voir quelques changements. Je vois qu'il y a un cheikh aux Émirats arabes unis qui veut maintenant quitter le pays et même le diviser. Est-ce que ça va vraiment arriver? Je n'en sais rien. Mais ça montre que tout cela pourrait pousser ces pays à repenser leurs relations avec l'Occident en général et surtout avec les États-Unis, notamment sur le plan militaire. Ils vont sans doute, enfin, on parle de pays qui savent qu'ils dépendent encore de la technologie occidentale, mais demain, ils pourraient préférer s'appuyer sur la technologie chinoise. Il faut garder ça en tête. Pour l'instant, c'est encore l'Occident. Ils n'ont rien contre lui, mais ils constatent que l'Occident ne tient pas ses promesses. Et quand on a des pays occidentaux installés sur son territoire, en réalité, on attire surtout la guerre. On attire le désordre, le chaos. Alors, à quoi bon? Merci beaucoup, colonel, d'être avec nous aujourd'hui. C'était un plaisir. Merci beaucoup de m'avoir invité. Merci. Merci.